Ma propre famille a planifié mon mariage dans mon dos, avec l'intention de me faire payer une facture de 63 000 €. Quand j'ai refusé, ils ont ruiné ma robe de mariée et m'ont humilié publiquement, seulement pour découvrir que j'avais un plan bien à moi, un plan qui allait leur coûter bien plus que de l'argent. Lorsque le propriétaire du lieu de réception a exigé le paiement final, ils m'ont appelé en larmes, me suppliant de les sauver du désastre qu'ils avaient eux-mêmes créé. Avant de vous raconter tous les détails sordides de cette histoire, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. C'est incroyable de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Maintenant, revenons au tout début, à l'instant précis où mon monde a commencé à s'effondrer. Je suis restée figée dans le couloir de la maison de mon enfance à Lyon, une main à plat contre le papier peint texturé pour me soutenir, l'autre serrant si fort mon magazine de mariage que les pages glacées se sont froissées de manière irréversible. L'odeur familière du pot-au-feu de ma mère flottait dans l'air, un parfum qui signifiait autrefois réconfort et sécurité, mais qui semblait maintenant ironique, presque suffocant. Je n'étais pas censée rentrer avant 1 heure. Ma réunion marketing s'était terminée plus tôt, et dans un élan de nostalgie, j'avais pensé leur faire une surprise, peut-être partager mes dernières trouvailles pour le mariage. Au lieu de cela, ce sont eux qui m'ont surprise, d'une manière qui a brisé quelque chose en moi pour toujours. La porte de la salle à manger était juste assez entr'ouverte pour que leur voix s'échappe, des murmures conspirateurs qui flottaient jusqu'à moi. Elle paiera pour tout, exactement comme elle l'a fait pour le mariage de Chloé, a dit ma mère, Martine. Son ton n'était pas interrogateur, mais déclaratif, une certitude qui m'a glacé le sang plus que n'importe quel cri. Le rire distinctif de ma sœur, Chloé, a éclaté, trop fort, trop aigu, comme du verre brisé. C'est à ça que servent les grandes sœurs, n'est-ce pas? À financer les rêves des plus jeunes. Mes parents ont gloussé en signe d'accord. Ce gloussement partagé, complice, a été comme un coup de poing dans l'estomac. Le son de leur trahison. Ce n'était pas nouveau, juste plus flagrant cette fois. Un souvenir douloureux a refait surface, aussi vif que s'il datait d'hier. Il y a 5 ans, j'avais 22 ans. Chloé, de 3 ans ma cadette, avait annoncé ses fiançailles. 2 semaines plus tard, mon père, Jean-Pierre, m'avait convoqué dans son bureau, l'odeur du cuir et du vieux papier m'enveloppant. Il m'avait expliqué, avec une gravité feinte, que le fiancé de Chloé avait perdu son emploi et qu'ils avaient besoin d'une petite aide pour les frais du mariage. Juste temporaire, ma chérie, avait-il promis, sa main lourde et paternelle sur mon épaule. La famille avant tout, Amélie. Ta sœur mérite un mariage de princesse. J'étais en dernière année d'école de commerce, un rêve pour lequel j'avais travaillé sans relâche. J'avais économisé 15 000 €, chaque centime gagné en travaillant comme serveuse les week-ends et les vacances, sacrifiant sorties et sommeil. C'était mon fonds d'études, mon tremplin vers l'indépendance, mon avenir. Mais face à leurs regards suppliants, face aux larmes de ma mère et à la promesse de mon père, j'avais cédé. J'avais vidé mon compte épargne. Tu pourras toujours y retourner, avait dit ma mère avec une légèreté cruelle lorsque j'avais dû annuler mon inscription. Un semestre, ce n'est rien. 3 semestres plus tard, j'occupais toujours 2 emplois pour joindre les 2 bouts, regardant mes rêves s'éloigner pendant que Chloé dansait à sa réception somptueuse dans une robe qui coûtait plus cher que ma vieille Twingo. Cette nuit-là, au milieu des rires et du champagne que j'avais financé, je m'étais fait une promesse silencieuse. Plus jamais. Dans le couloir, le magazine de mariage m'a glissé des doigts, atterrissant sans un bruit sur le tapis épais. Je suis restée immobile, paralysée. Le sang me montait au visage, mes oreilles bourdonnaient. J'ai serré mon sac à main si fort que mes jointures sont devenues blanches, un point d'ancrage dans la tempête qui faisait rage en moi. Ton 5e anniversaire de mariage mérite autant d'attention que son mariage, a dit mon père à Chloé, sa voix pleine d'une fausse générosité. 5 ans, c'est une étape importante. Nous combinerons les deux. Ce sera magnifique. J'ai reculé doucement, pas à pas, en retenant ma respiration. Dehors, l'air frais de Lyon m'a frappé, mais n'a pas réussi à calmer le feu dans ma poitrine. Je me suis assise dans ma voiture, le regard vide, fixant le pare-brise. Les clés pendaient entre mes doigts, mais je ne les ai pas mises dans le contact. Pas encore. D'abord, je devais appeler la seule personne qui me comprendrait,
la seule personne qui n'avait jamais rien exigé de moi. Julien. Mon doigt a survolé son nom dans mes contacts. Après 3 profondes inspirations pour stabiliser ma voix, j'ai appuyé sur appeler. Il a répondu à la 2e sonnerie, sa voix chaude et familière. Salut ma belle. La réunion s'est bien passée? Tu es rentré tôt. Ils essaient de recommencer, Julien, ai-je dit, ma voix étonnamment stable, presque glaciale. Mais cette fois, je ne les laisserai pas faire. Cette fois, ce sera différent. Je savais que ce n'était pas une simple conversation. C'était une déclaration de guerre. Une guerre que je n'avais pas choisie, mais que j'étais, pour la première fois de ma vie, absolument déterminée à gagner. J'ai raccroché, les mains toujours tremblantes, mais une lueur nouvelle brillait en moi, la flamme de la rébellion. 2 semaines plus tard, l'invitation est tombée, aussi prévisible qu'une horloge suisse. Un dîner de famille. Juste une réunion de famille décontractée, ma chérie, pour discuter des préparatifs, avait dit ma mère au téléphone. Sa voix était mielleuse, mais je pouvais déceler la fausse note, cette qualité forcée, cette intonation trop parfaite qu'elle prend toujours lorsqu'elle prépare un coup. Je savais que ce dîner était une embuscade. En arrivant chez mes parents, l'atmosphère était tendue sous un vernis de normalité. La table était dressée avec la belle porcelaine de Limoges, celle réservée aux grandes occasions, ce qui n'est jamais bon signe. Chaque assiette, chaque couvert semblait faire partie d'une mise en scène soigneusement orchestrée. Chloé et son mari, Thomas, sont arrivés avec leur retard habituel, un retard calculé pour faire une entrée remarquée. Une fois tout le monde assis, avant même que le potage ne soit servi, ma mère a tapoté son verre avec une cuillère, réclamant l'attention. Un grand sourire, qui n'atteignait pas ses yeux, était plaqué sur son visage. Nous avons eu une idée absolument brillante. Une idée qui, je pense, incarne parfaitement l'esprit de notre famille. J'ai senti la main de Julien trouver la mienne sous la nappe damassée. Son contact était chaud, rassurant. Ma mère s'est lancée dans un discours empoulé sur le symbolisme magnifique, les célébrations partagées, et la force des liens familiaux. C'était un chef-d'œuvre de manipulation rhétorique. Nous avons pensé, a-t-elle poursuivi, rayonnante comme une actrice sur scène, que nous pourrions combiner le mariage d'Amélie avec le 5e anniversaire de mariage de Chloé et Thomas. Une grande fête pour célébrer l'amour sous toutes ses formes. Imaginez, une double célébration, 2 fois plus de joie. Chloé, au timing parfait, a sorti un dossier de son sac à main de créateur. Il était impeccablement organisé, avec des intercalaires de couleurs et des notes autocollantes. Elle l'a posé sur la table avec un bruit sec. J'ai déjà fait quelques recherches, a-t-elle annoncé fièrement, comme si elle me faisait la plus grande des faveurs. Gâteau séparé, bien sûr. Le tien sera plus petit, évidemment, puisque c'est ton premier mariage. Une danse spéciale pour nous, pour commémorer nos 5 ans. Et je pense que les couleurs devraient correspondre à mon mariage d'origine, le rose poudré et l'or. Pour la continuité esthétique. Les doigts de Julien se sont resserrés autour des miens. Tous les regards se sont tournés vers moi, avides, expectants. Ils attendaient mon accord immédiat, mon « oui » automatique, ce réflexe pavlovien qu'ils avaient cultivé en moi depuis l'enfance. Le silence s'est installé, lourd, presque palpable. Je pouvais sentir le poids de leurs attentes sur mes épaules. Laissez-moi y réfléchir, ai-je dit, ma voix calme contrastant avec le chaos dans ma tête. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le sourire de ma mère s'est figé. Mon père a cligné des yeux rapidement, décontenancé. La bouche de Chloé s'est légèrement ouverte, puis refermée, comme un poisson hors de l'eau. Réfléchir? Mon père a été le premier à se reprendre, tentant de masquer sa contrariété par une fausse jovialité. Il m'a tapoté l'épaule. Toujours aussi pragmatique, notre Amélie. C'est pour ça qu'on sait que tu géreras les finances à la perfection. Tu prends toujours les décisions les plus raisonnables. C'était un piège, une façon de me flatter pour me faire accepter. Les yeux de Chloé se sont instantanément remplis de larmes de crocodile. Je pensais que tu serais excitée, pour moi. Pour nous. C'est aussi ma journée, tu sais. Ma mère m'a lancé ce regard, celui qui ordonne, supplie et menace tout à la fois, maintient la paix à tout prix, avant de passer le plat de pommes de terre.
Amélie finira par accepter. Elle le fait toujours. Elle a un grand cœur. J'ai souri et hoché la tête. La fille parfaite. La marionnette docile. Je suis sûre que ce sera magnifique, ai-je dit, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Plus tard dans la soirée, j'ai annoncé que je resterais dormir pour récupérer quelques vieilles affaires de ma chambre d'adolescente. C'était un prétexte. Une fois tout le monde absorbé par un film à la télévision, je me suis mise à la recherche de preuves. Je savais qu'il n'aurait pas été assez stupide pour laisser des documents traîner. Il me fallait une autre approche. Alors que ma mère était dans le salon, j'ai pris son sac à main posé sur la console de l'entrée, prétextant y chercher un Doliprane. J'ai fait semblant de fouiller, puis j'ai, accidentellement, renversé le contenu sur le tapis. Oh, zut! Je suis si maladroite, me suis-je exclamé. Pendant que je l'aidais à tout ramasser, mes yeux ont scanné chaque bout de papier. Et là, caché dans une pochette intérieure, je l'ai vu. Un devis imprimé du château de Bellerive, un lieu de mariage hors de prix. Et en bas de la page, une note manuscrite de ma mère, écrite à la hâte, à compte à demander dès que possible. Mon cœur a manqué un battement. Ce n'était plus une simple idée. C'était un plan concret, déjà en marche. Et ils avaient l'intention de me faire payer l'acompte sans même attendre ma réponse. Cette feuille de papier n'était que la partie émergée de l'iceberg. Je devais accéder à la tablette de ma mère, où je savais qu'elle gardait tous ses secrets. Mais comment faire sans éveiller les soupçons? Le lendemain, je suis retournée chez mes parents, armée d'un nouveau prétexte, un cheval de 3 numériques. Maman, j'ai vu que tu avais du mal avec la nouvelle application de la banque pour les virements. Laisse-moi te montrer, c'est très simple. Je peux te configurer des bénéficiaires, ce sera plus facile pour toi. C'était là pas parfait. Ma mère, toujours un peu perdue avec la technologie, m'a tendu sa tablette avec un soupir de soulagement. Oh, merci ma chérie, tu es un ange. Je ne comprends rien à toutes ces nouvelles choses. Je vais nous préparer un café, tu veux un gâteau? Dès qu'elle a eu le dos tourné, c'est pas s'éloignant vers la cuisine, mes doigts ont volé sur l'écran. J'ai ignoré l'application de la banque et j'ai ouvert sa messagerie électronique. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, un tambour assourdissant dans le silence de la maison. J'avais l'impression d'être une cambrioleuse dans ma propre famille. Et là, je les ai vus. Des dizaines de messages. Une chaîne de mails entre ma mère et Chloé avec pour objet, paiement fournisseur, Amélie. J'ai cliqué, le souffle court. L'historique des messages s'étalait sur des mois, bien avant même que Julien ne me demande en mariage. Ils avaient anticipé, planifié. Ne t'inquiète pas pour les acomptes, avait écrit ma mère 2 semaines plus tôt. Ton père et moi avons assuré à tout le monde qu'Amélie couvrirait toutes les dépenses une fois les contrats finalisés. Elle ne nous laissera jamais tomber. Un autre de Chloé, j'ai trouvé un photographe incroyable, mais il demande un acompte de 2000 €. Tu penses qu'on peut lui dire qu'Amélie paiera le mois prochain? Dis-lui que c'est pour un double événement, ça justifiera le prix. Je tremblais de rage. Ce n'était pas de l'inconscience, c'était une fraude organisée. Je me suis sentie nauséeuse, trahie à un niveau que je n'aurais jamais cru possible. J'ai cliqué sur d'autres emails, chacun étant un clou de plus dans le cercueil de ma confiance. Des captures d'écran d'options de lieu, de menus de traiteur, de forfaits Digi. Tous avec des notes sur la façon dont la mariée prendrait en charge le paiement. Moi. J'étais la mariée, mais je n'avais rien à voir avec ces décisions extravagantes. Ils ne planifiaient pas mon mariage, ils organisaient une fête pour Chloé sur mon compte en banque. Soudain, une notification est apparue sur la tablette. Une confirmation de commande Amazon. Mon sang s'est glacé. Sans réfléchir, j'ai appuyé dessus. Et je me suis figée. Là, en haute définition, il y avait une robe de mariée. Pas ma robe. Une deuxième robe. Une robe de créateur, opulente, avec une traîne de 3 mètres et des milliers de cristaux brodés. Une robe de princesse. Une robe pour Chloé. Commandée 3 jours plus tôt. L'email de confirmation affichait les 4 derniers chiffres de ma carte de crédit. Ma carte de crédit, que ma mère avait sauvegardée sur son compte Amazon, pour plus de facilité, il y a des années.
La bile m'est montée à la gorge. J'ai attrapé mon téléphone et envoyé un SMS à Julien, code rouge. Notre code pour les urgences absolues. Il a appelé dans la seconde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il planifie ça depuis des mois, ai-je murmuré, ma voix un fil tremblant. Chloé a utilisé ma carte de crédit pour s'acheter une robe de mariée pour son anniversaire. Une robe à 4 000 €. C'était de la fraude. Pure et simple. Pendant que j'étais au téléphone avec lui, j'ai continué à fouiller, une fureur froide me guidant. Mon estomac s'est noué quand j'ai vu un fichier Excel sur le bureau de la tablette, innocemment intitulé « Budget M plus A final ». M pour mariage. A pour anniversaire. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Mais je l'ai fait. Le tableur était d'une précision diabolique. Des onglets de couleurs pour chaque catégorie de dépenses. Je les ai parcourus, le vertige me prenant à chaque page. Lieu de réception, Château de Bellerive, 22 000 €. Traiteur, 200 personnes, menu prestige, 15 000 €. Divertissement, DJ et groupe de jazz pour le cocktail, 8 000 €. Fleurs, incluant une arche florale pour l'entrée de Chloé et Thomas, 7 000 €. Photographie et vidéo, équipe de 2, avec drone, 6 000 €. Robe, au pluriel, avec une note robe à définir, 5 000 €. Tout en bas, une somme finale, calculée automatiquement, qui me fixait comme un cyclope malveillant. 63 000 €. Et juste en dessous, dans une police violette, la couleur préférée de Chloé, une note qui a scellé mon destin, responsabilité d'Amélie. À discuter après signature des contrats pour éviter le stress initial. Je me suis adossée au fauteuil, soudainement étourdie. La photo de famille sur le bureau maman, papa, Chloé et moi à son premier mariage semblait maintenant se moquer de moi. Je souriais sur cette photo, rayonnante, ignorant que je venais de signer l'abandon de mes études et le début de ma servitude financière. Il ne voulait pas seulement mon argent. Il voulait effacer mon mariage, le subsumer dans la célébration de ma sœur. Il voulait que je sois une simple spectatrice payante de mon propre événement. J'ai pris des captures d'écran de tout. Chaque email, chaque ligne du budget, la confirmation de commande de la robe. J'ai tout envoyé sur mon propre téléphone, créant un dossier crypté. Le jeu avait changé. Ce n'était plus une question de famille. C'était une question de justice. La découverte de leur plan a été un choc, mais ce qui a suivi a prouvé qu'il n'y avait aucune limite à leur cruauté et à leur détermination. Une fois qu'ils ont senti ma réticence, même subtile, la pression a commencé, insidieuse d'abord, puis de plus en plus vicieuse. Chloé a été la première à frapper, et elle a visé là où ça faisait le plus mal, ma carrière, ma fierté, mon indépendance. Je dirigeais un projet de lancement crucial pour un nouveau client chez mon employeur, une agence de marketing réputée à Lyon. C'était une opportunité énorme pour moi. Un après-midi, mon patron, un homme habituellement détendu, m'a convoqué dans son bureau. Il avait l'air préoccupé, presque méfiant. « Amélie, j'ai reçu un appel de votre sœur, Chloé », a-t-il commencé, en joignant ses mains sur son bureau. Un appel très inhabituel. Elle s'inquiétait beaucoup pour vous. Elle a mentionné que vous étiez très stressé par l'organisation de votre mariage, qu'elle craignait que vous ne soyez dépassé par les événements, au point de négliger vos responsabilités professionnelles. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. C'était un coup bas, une tentative calculée de saboter ma réputation, de me faire passer pour peu fiable, pour incompétente. J'ai dû passer 20 minutes à rassurer mon patron, à lui présenter mon plan de travail détaillé, à lui jurer que ma vie personnelle n'interférerait jamais avec mon dévouement à l'entreprise. J'ai réussi à le convaincre, mais le doute avait été semé. J'ai dû travailler 2 fois plus dur les semaines suivantes, restant tard tous les soirs, juste pour prouver que ma sœur était une menteuse. C'était la signature de Chloé, un poison administré avec un sourire inquiet. Ensuite, ce fut le tour de ma mère, avec une manipulation émotionnelle d'une perversité rare. Lors d'un déjeuner dominical, elle a sorti un petit écrin en velours usé par le temps. À l'intérieur se trouvait un magnifique collier de perles, simple et élégant. « C'était à ta grand-mère », a-t-elle dit, ses yeux se remplissant de larmes. « Elle t'adorait. Je voulais te le donner pour ton mariage. »
Elle aurait été si heureuse de voir la famille célébrer deux événements si joyeux en même temps, l'amour qui se perpétue. Le message était clair comme de l'eau de roche. Le collier contre mon acquiescement. Un héritage contre ma soumission. J'ai hésité, le cœur lourd, prise au piège. Maman, c'est magnifique, mais je ne suis pas sûre que combiner les deux soit une bonne idée. Je n'ai pas eu le temps de finir. Voyant mon hésitation, son visage s'est durci. La tristesse a laissé place à une froide déception. Elle a refermé l'écrin avec un claquement sec et s'est tournée vers Chloé, qui était assise là, savourant la scène avec une jubilation à peine dissimulée. Alors, je suppose que je le donnerai à Chloé. Au moins, elle sait ce que signifie l'unité familiale et le respect des traditions. Elle a ouvert l'écrin et a attaché le collier au cou de ma sœur, juste devant moi. C'était une gifle symbolique, une déclaration publique de qui était la fille préférée, la fille méritante. Le coup de grâce, l'acte qui a transformé ma tristesse en une rage froide et déterminée, a eu lieu quelques jours plus tard. J'étais chez une créatrice de robes de mariée avec ma meilleure amie, Sophie. J'avais trouvé la robe parfaite, une ligne à simple en crêpe de soie, avec un dos nu délicat. Elle était élégante, intemporelle. Totalement moi. J'étais en train de m'admirer dans le grand miroir, me sentant pour la première fois vraiment comme une mariée, quand le carillon de la porte a retenti. Ma mère et Chloé sont entrées, un sourire prédateur aux lèvres. Surprise. On s'est dit qu'on allait se joindre à vous pour donner notre avis. Chloé a tourné autour de moi comme un vautour inspectant sa proie. C'est un peu simple, non? Rien à voir avec ma Vera Wang. Mais je suppose que ça te va bien. Ça manque de panache. Elle a attrapé une coupe de champagne posée sur une table voisine, offerte par la boutique. Alors que la propriétaire de la boutique me proposait des voiles, le bras de Chloé a eu un mouvement brusque, soi-disant maladroit. Une vague de liquide rouge a traversé la pièce et s'est écrasée sur le devant de ma robe. Le verre a heurté le sol dans un bruit de fracas. Oh non, a-t-elle haleté, la main devant la bouche dans une parodie d'horreur. Je suis si maladroite. Quelle catastrophe. Heureusement que tu ne l'avais pas encore acheté. J'ai regardé la tache rouge s'étendre sur le tissu ivoire, comme une blessure ouverte et sanglante. La propriétaire s'est précipitée avec de l'eau gazeuse, mais nous savions toutes que la robe était ruinée, le crêpe de soie est une matière impitoyable. Ma mère m'a tapoté le bras, son contact me brûlant la peau. Ne t'inquiète pas, ma chérie. C'était un signe du destin. Maintenant, nous allons pouvoir trouver quelque chose qui complète la robe d'anniversaire de Chloé. Peut-être quelque chose de plus, festif. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À ce moment précis, que feriez-vous à ma place? Laisser tomber ou vous battre? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir ce que vous en pensez. En regardant ma robe détruite, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. À la place, un calme glacial s'est emparé de moi. Ils avaient dépassé toutes les limites. Ils avaient déclaré une guerre totale. Et ils allaient le payer très, très cher. Ce soir-là, je me suis effondrée. Pas devant eux, jamais. Mais dans la sécurité de mon appartement, dans les bras de Julien. Les larmes que j'avais retenues toute la journée ont finalement coulé, un torrent silencieux de rage, de chagrin et d'une profonde humiliation. J'ai pleuré pour la robe, bien sûr, mais surtout pour la perte de l'illusion que je pouvais encore sauver une partie de ma famille. Ils ont détruit ma robe, Julien. Exprès, ai-je sangloté contre son épaule. Ils ne s'arrêteront jamais. Les yeux de Julien, habituellement si doux, se sont assombris. Une colère froide et protectrice a durci ses traits. C'est terminé, a-t-il dit d'une voix basse mais ferme. Fini de jouer gentiment. Fini de leur trouver des excuses. Le lendemain, j'ai réuni mon conseil de guerre. Ce n'était pas une grande armée, mais c'était la mienne, loyale et féroce. Dans notre petit salon, baigné par la lumière de fin d'après-midi, il y avait Julien, mon roc, ma meilleure amie et témoin, Sophie, et la sœur aînée de Julien, Élise. J'ai tout déballé, chaque détail sordide, ma voix se renforçant à chaque mot. L'écoute clandestine, la fraude à la carte de crédit,
le sabotage au travail, le chantage affectif avec le collier de ma grand-mère, et enfin, l'exécution publique de ma robe de mariée. Le silence qui a suivi mon récit était chargé d'une indignation partagée. C'était réconfortant de voir ma douleur se refléter dans leurs yeux. Sophie, qui travaille dans l'événementiel et a tout vu, a été la première à parler, ses poings serrés sur ses genoux. C'est de l'abus financier et psychologique, Amélie. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas une famille. Ils te manipulent, ils te font du chantage. Ce n'est pas normal, et tu ne dois plus l'accepter. Élise, qui avait elle-même mené une bataille acharnée pour s'échapper de l'emprise de sa propre famille toxique des années auparavant, a hoché la tête. Son regard était perçant et lucide, elle voyait clair dans leur jeu, le problème n'est pas seulement Chloé, a-t-elle expliqué avec une précision chirurgicale. Ta mère est la facilitatrice. Elle est l'architecte de ce système. Remarque le schéma, Chloé exprime un désir extravagant, créant une crise. Ta mère propose alors la solution qui exige ton sacrifice, en l'enrobant de culpabilité et d'obligations familiales. Ton père, lui, renforce la décision, jouant la carte de l'autorité paternelle. Ils ont chacun leur rôle dans ce théâtre cruel, et tu as toujours été le personnage principal sacrifié. Ces mots ont résonné en moi avec une clarté effrayante. Elle avait mis des mots sur des décennies de malaise. J'avais passé ma vie à jouer le rôle qu'il m'avait assigné. La fille responsable, le portefeuille sur pattes, l'éponge émotionnelle qui absorbe tous les problèmes pour maintenir une paix factice. Mais que puis-je faire, ai-je demandé, ma voix encore fragile. Ils ont déjà annoncé cette fête combinée à tout le monde. Si j'annule, je serai le monstre, l'égoïste qui gâche tout. Alors on ne va pas annuler, a dit Julien, un sourire déterminé et un peu diabolique aux lèvres. On va leur donner une fête. Une fête qu'ils n'oublieront jamais. Et c'est là, autour de la table basse de notre salon, entre des tasses de thé et des biscuits, que le plan a commencé à prendre forme. C'était audacieux, c'était risqué, mais c'était la seule solution pour me libérer. C'était le plan de la dernière chance. Le plan était double, une stratégie en 2 temps. D'un côté, nous allions continuer à jouer leur jeu. J'allais prétendre céder, épuisé par leur harcèlement. J'accepterais la célébration combinée au somptueux château de Bellerive. Je participerais aux réunions, je hocherais la tête, je sourirais. Mais nous allions manœuvrer intelligemment, en utilisant leur propre ego contre eux, pour que ce soit mes parents, et non moi, qui signent le contrat final avec le lieu de réception. De l'autre côté, en secret, nous allions organiser notre vrai mariage. Sophie a immédiatement sorti son téléphone, ses doigts tapant frénétiquement. Laissez-moi faire. Je connais un endroit. Une petite chapelle du XIIe siècle près d'un lac dans le Beaujolais, intime, magnifique. Et pour la réception, les parents de Julien ont cette adorable maison de campagne dans la vallée de la Loire. Ce sera parfait. Authentique. L'idée a commencé à germer, une petite graine d'espoir dans le champ dévasté de mes émotions. Un vrai mariage. Un mariage qui nous ressemblerait, à Julien et moi. Loin du faste, du drame et de la manipulation. Un mariage entouré uniquement des 20 personnes qui nous aimaient vraiment, sans condition. Élise s'est chargée de la partie légale. C'est crucial. Si tes parents signent le contrat, ils sont légalement responsables de la facture. Point final. Il faudra juste s'assurer que ta contribution soit clairement documentée comme étant limitée et distincte. Un reçu, un virement avec un libellé précis. Il ne faut leur laisser aucune échappatoire. Quelle est la limite la plus difficile que vous ayez eu à fixer avec un être cher? Cela en valait-il la peine? Ce soir-là, pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti une nouvelle force, une détermination froide. Il pensait m'avoir brisé, mais il n'avait fait qu'allumer un feu en moi. Le plan était en place. Chaque acteur connaissait son rôle. Le plus grand spectacle de ma vie était sur le point de commencer. La seule question était, aurais-je le courage d'aller jusqu'au bout? La semaine suivante, mon père a organisé une réunion au château de Bellerive avec le directeur, un homme élégant et un peu pompeux nommé Monsieur Dubois. Le château était exactement comme dans les rêves de ma sœur, une débauche de dorure, de marbre et de cristal. Les lustres en cristal, grands comme de petites voitures, pendaient des plafonds de 10 mètres de haut.
D'immenses fenêtres donnaient sur des jardins à la française, taillés au millimètre près. C'était magnifique, impersonnel, et exactement le genre de lieu extravagant que je n'avais jamais voulu. Parfait pour la grande entrée de votre sœur, m'a dit mon père en me donnant une tape dans le dos, comme si j'étais une associée dans son projet. Et il y a plein de places pour nos 200 invités. J'ai déjà invité tout le club de golf. 200, ai-je fait écho, jouant la surprise et l'inquiétude. Nous étions d'accord sur 50. Je ne connais même pas la moitié de ces gens. Ma mère a balayé ma remarque d'un geste de la main, comme on chasse une mouche. Oh, Amélie, ne sois pas ridicule. Ce sont des relations importantes pour ton père. Nous ne pouvions pas réduire la liste maintenant. Tout le monde a déjà été prévenu. Ce serait une humiliation. Une humiliation pour eux, bien sûr. Monsieur Dubois, sentant le moment opportun, a sorti un épais contrat relié en cuir. Si nous pouvions avoir les signatures et l'acompte aujourd'hui, nous serons prêts pour la célébration du mois prochain. Nous avons beaucoup de demandes pour cette date. Mon père a sorti son stylo Mont Blanc avec un certain panache, un geste théâtral. Je signerai en premier, en tant que père de la mariée. Puis Amélie pourra le faire. C'était le moment. Le moment décisif. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris la parole, ma voix soigneusement calibrée pour être douce et respectueuse. En fait, ai-je interrompu, surprenant tout le monde, y compris moi-même par mon calme apparent. Julien et moi en avons beaucoup discuté. Pour nous, il est très important que ce mariage soit une affaire de famille, unissant nos deux familles dans la tradition. C'est pourquoi nous tenons absolument à ce que le contrat soit signé par vous, maman et papa, en tant qu'hôte officiel de la célébration. C'est une marque de respect et d'honneur pour nous, pour tout ce que vous avez fait. Cela symbolise que vous nous offrez cette journée. J'ai vu le doute dans leurs yeux, une fraction de seconde de méfiance. Mais j'avais visé juste, leur ego, leur besoin de paraître. L'idée d'être les hôtes officiels d'un événement aussi prestigieux, de pouvoir se vanter au club de golf et auprès de leurs amis qu'ils offraient, ce mariage, était trop tentante. Mais, les détails financiers, ma chérie. A commencé ma mère, feignant l'inquiétude. Ne vous inquiétez pas pour ça, ai-je dit avec un grand sourire, le plus sincère que je pouvais produire. Bien sûr que je vais participer. C'est mon mariage après tout. Je ne vous laisserai jamais assumer cela seul. Je ferai une contribution significative. C'était vague, mais rassurant. Leur méfiance s'est évaporée, remplacée par la satisfaction. Ils se sont échangés un regard triomphant, persuadés que leur plan fonctionnait à merveille. Ils pensaient avoir gagné. Mon père a pris le stylo et a apposé sa signature en bas du contrat avec une boucle extravagante. Ma mère a fait de même, sa signature plus petite, plus discrète. Monsieur Dubois a regardé les signatures, puis moi. Et pour l'acompte de 10%, a-t-il demandé. C'était la deuxième partie du plan, la plus délicate. J'ai sorti de mon sac une enveloppe épaisse. À l'intérieur, il n'y avait pas de chèque, mais 6 000 € en espèces. J'avais retiré l'argent le matin même. Voici ma contribution à l'acompte, ai-je déclaré solennellement, en tendant l'enveloppe non pas à mes parents, mais directement à Monsieur Dubois. C'est un cadeau pour vous, papa et maman, pour vous remercier d'organiser cette magnifique journée. J'ai ajouté, en le regardant droit dans les yeux, pourriez-vous me faire un reçu séparé pour cette somme, s'il vous plaît? Juste pour mes dossiers personnels, pour la comptabilité. Il a hoché la tête, un peu surpris par les espèces, mais professionnel. Il a compté l'argent et a rédigé un reçu sur un papier à en-tête du château. Reçu de mademoiselle Amélie Martin la somme de 6 000 € au titre de contribution exceptionnelle et volontaire pour l'événement du 15 juin. C'était parfait. Le document me dégageait de toute autre responsabilité. Chloé, qui avait observé la scène avec un air suffisant, a ricané. Seulement ça? Ça ne couvrira même pas les fleurs. J'ai gardé mon sourire le plus doux, un masque de fausse innocence. C'est tout ce que je peux me permettre, ma chérie. Le reste, c'est la responsabilité des hôtes, comme le veut la tradition. En quittant le château, mes parents et ma sœur discutaient joyeusement de la disposition des tables et du choix des vins.
Ils ne savaient pas qu'ils venaient de signer l'acte de leur propre désastre financier. Ils étaient tellement aveuglés par leur cupidité et leur arrogance qu'ils n'ont pas vu le piège se refermer sur eux. Le contrat était signé. Ma seule obligation financière était documentée et payée. Le décor était planté. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre le jour du spectacle. Les semaines qui ont précédé le mariage ont été un exercice de maîtrise de soi surréaliste, un véritable numéro d'équilibriste sur un fil tendu au-dessus d'un précipice. Je menais une double vie. D'un côté, j'étais la future mariée apparemment docile et un peu dépassée, jouant mon rôle à la perfection. Je participais à des dégustations de gâteaux avec Chloé, où je hochais la tête poliment quand elle choisissait une pièce montée à 5 étages avec ses initiales en sucre doré. J'approuvais des compositions florales extravagantes que je détestais, des cascades d'orchidées et de pivoines qui coûtaient une fortune. J'écoutais ma mère parler pendant des heures de la liste des invités, ajoutant des noms de vagues connaissances que je n'avais pas vues depuis 10 ans. Je souriais, je prenais des notes, j'étais la fille parfaite. De l'autre côté, dès que je quittais leur présence, je devenais une autre personne. Je passais mes soirées avec Julien et Sophie, penchés sur les plans de notre vrai mariage secret. L'ambiance était à l'opposé, simple, joyeuse, authentique. Nous avions choisi un traiteur local qui proposait un buffet champêtre. Nous avions décidé de faire nos propres playlists de musique. Les parents de Julien, des gens merveilleux et discrets, préparaient avec amour leur maison de la vallée de la Loire pour notre réception intime. Chaque détail de notre vraie journée était imprégné d'amour et de complicité, un contraste frappant avec la mascarade froide et calculatrice que ma famille organisait. C'était épuisant de jongler avec ces deux réalités, de mentir constamment, mais la perspective de ma libération me donnait une énergie insoupçonnée. La veille du grand jour, la tension était à son comble. J'étais dans mon appartement, en train de vérifier une dernière fois ma petite valise pour le lendemain, quand on a frappé à la porte. Mon cœur a fait un bond. C'était Chloé. Seule. Son apparition inattendue a fait monter une vague de panique en moi. Avait-elle découvert quelque chose? Ses yeux ont immédiatement scanné mon appartement, cherchant sans doute des signes de préparatifs. Puis ils se sont posés sur moi, froids et calculateurs. Le lieu de réception a appelé, a-t-elle dit sans préambule, son ton sec et autoritaire. Ils ont besoin d'une confirmation finale pour le paiement du solde. Ton père leur a dit que tu ferais un virement demain matin avant la cérémonie. N'oublie pas. J'ai senti une pointe de glace dans mes veines, mais j'ai forcé un sourire fatigué. Oui, bien sûr. Tout est sous contrôle. Ne t'inquiète pas. J'espère bien, a-t-elle rétorqué. Assure-toi juste d'être à l'heure. Je ne veux pas que mon anniversaire soit gâché par ton retard. Tout doit être parfait. Elle a jeté un dernier regard dédaigneux autour d'elle avant de tourner les talons et de partir. Après son départ, j'ai fermé la porte et je me suis appuyée contre elle, le cœur battant à tout rompre. Ils n'avaient rien vu. Rien du tout. Leur arrogance était leur plus grande faiblesse. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai sorti ma valise de sous le lit. À l'intérieur, la simple robe bain de soleil blanche que j'avais commandée en ligne, des chaussures plates neuves, et notre licence de mariage, le document le plus précieux au monde. Julien est apparu dans l'embrasure de la porte. Il n'a rien dit, il m'a juste regardé, ses yeux posant la question que nous n'osions pas formuler à voix haute. Prête, a-t-il finalement demandé, sa voix douce. J'ai fermé la fermeture éclair de la valise. Le son a claqué dans le silence de l'appartement, un son de finalité, irrévocable. J'ai levé les yeux vers lui et j'ai souri, un vrai sourire cette fois, un sourire de libération. Plus que jamais. Avez-vous déjà eu à créer un plan d'évasion d'une situation toxique? Qu'est-ce qui vous a donné la force d'aller jusqu'au bout? Partagez votre expérience dans les commentaires, vos histoires donnent de la force aux autres. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. L'adrénaline et l'appréhension se mélangeaient en moi, créant un cocktail électrique. Demain, 2 mariages auraient lieu simultanément. L'un serait une grande scène de théâtre sur la vanité et la cupidité, une pièce coûteuse dont je ne serais qu'un fantôme. L'autre serait le début réel et sincère de ma nouvelle vie, un acte de rébellion silencieux et puissant. J'espérais seulement que tout se déroulerait comme prévu, car il n'y avait plus de retour en arrière possible.
Le rideau était sur le point de se lever. Le matin du mariage, le soleil brillait sur la vallée de la Loire, filtrant à travers les feuilles des vieux chênes. L'air était doux, rempli du chant des oiseaux et du parfum des roses du jardin. Rien à voir avec l'atmosphère guindée et ostentatoire que j'imaginais au château de Bellerive. Pendant qu'une amie coiffeuse me faisait une tresse simple et élégante, je me suis lancée dans la première phase de l'opération « Trompe-l'œil », mon téléphone à la main. À 9h17 précise, j'ai pris un selfie. J'étais en peignoir de mariée en satin, un près de Sophie, souriante, avec un mur neutre en arrière-plan pour ne donner aucun indice sur ma localisation réelle. J'ai envoyé la photo dans le groupe de discussion familiale, un appât lancé dans des eaux infestées de requins. Moi, on commence la préparation. Un peu en retard mais tellement excitée. La réponse de ma mère a été instantanée, comme si elle attendait, le doigt sur l'écran. Maman, les invités commencent à arriver au château. Dépêche-toi. Ton père accueille les Martins. Il demande après toi. Je me suis tournée vers Julien, qui se prélassait sur le canapé en jean, une tasse de café à la main, l'image même de la sérénité. Ils sont tous là, ai-je dit, un sourire s'étirant sur mes lèvres. Je sentais le poids de 5 ans de ressentiment et de sacrifice commencer à se soulever de mes épaules. 200 invités. Et une facture de 63 000 € qui les attend. Il a levé sa tasse dans un toast silencieux. À la liberté, mon amour. Mon téléphone a de nouveau vibré. C'était Chloé. Chloé, n'oublie pas, je veux que tu sois là à 11h30 pour nos photos de sœurs avant ta cérémonie. C'est non négociable. Et mets les boucles d'oreilles en perles que j'ai choisies. Elles iront mieux avec ma tenue. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai rejoint mes vrais amis sur la terrasse qui surplombait la rivière paresseuse. L'ambiance était à la joie et à la détente. Sophie servait des mimosas pendant que les parents de Julien installaient des bouquets de fleurs sauvages cueillies dans leur jardin. Personne ne me donnait d'ordre. Personne n'exigeait quoi que ce soit. Ils étaient juste heureux pour nous, d'un bonheur simple et sincère. À 10h45, deuxième phase. J'ai envoyé une nouvelle photo, juste de ma coiffure, en gros plan. Moi, coiffure terminée. Maquillage ensuite. On a environ 30 minutes de retard sur le programme. La maquilleuse est coincée dans les bouchons. Il n'y avait pas de maquilleuse, bien sûr. Les réponses ont fusé, de plus en plus empreintes de panique. Maman, les gens demandent quand tu arrives. Le cocktail commence à s'épuiser. Qu'est-ce que je leur dis? Papa, l'officiant a un autre engagement à 15h. Il devient très impatient. Il faut que tu te dépêches, Amélie. Tu nous mets dans l'embarras. Chloé, c'est tellement irrespectueux, Amélie. C'est typique de toi de tout faire tourner autour de toi. Ma fête d'anniversaire est en péril à cause de ton égoïsme. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger » et j'ai enfilé ma simple robe en dentelle, celle que j'avais choisie, celle qui me faisait me sentir moi-même, libre et légère. À 12h30, l'heure de la cérémonie au château approchait à grands pas. Il était temps pour le coup de grâce. J'ai réactivé mon téléphone pour un dernier message, la touche finale de mon chef-d'œuvre. Moi, problème de fermeture éclair. Elle est coincée. C'est la panique. On essaie de la réparer. Commencez la cérémonie sans moi. J'arrive dans 20 minutes, promis. Puis, avec un sentiment de jubilation intense, j'ai complètement éteint mon téléphone. J'ai pris la main de Julien sous une arche de bouleau que nos amis avaient décorée de lierre et de rubans blancs. Entourés de nos 20 personnes les plus chères, sous le soleil de midi, nous avons échangé nos vœux. Les larmes qui coulaient sur mes joues étaient des larmes de joie pure, de soulagement, de victoire. Pendant ce temps, à 80 km de là, je savais exactement ce qui se passait. Sophie avait une amie qui travaillait comme serveuse au château ce jour-là, notre espionne. Elle nous envoyait des mises à jour discrètes. La nervosité de ma mère. La colère rouge de mon père. Le visage de plus en plus crispé de Chloé. Et enfin, le moment que j'attendais. Monsieur Dubois, comme convenu, se dirigeant vers mes parents, le contrat signé à la main, accompagné de la facture finale. 57 000 €. Exigible immédiatement. Plus tard,
pendant notre dîner intime au bord de l'eau, alors que les lampions s'allumaient, Sophie a reçu un message vocal. Elle l'a mis sur haut-parleur. C'était ma mère. Sa voix, habituellement si assurée et condescendante, était brisée par la panique, presque méconnaissable. Sophie, c'est Martine. Si tu sais où est Amélie, dis-lui que cette blague a assez duré. C'est cruel. Le lieu de réception exige le paiement ce soir. Son père? Sa voix s'est étranglée dans un sanglot. James a dû leur donner les informations de son compte de retraite pour les calmer. S'il te plaît, dis-lui de nous appeler immédiatement. Nous avons besoin d'elle. En arrière-plan, on pouvait entendre Chloé hurler sur son mari. Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'était aussi le plan de maman et papa. Ils m'ont poussé à le faire. Sophie a éteint le téléphone. Un silence s'est fait, puis Julien a levé son verre, ses yeux brillants d'amour et de fierté. À ma magnifique épouse, qui a appris à sa famille la leçon la plus précieuse de leur vie. J'ai trinqué avec lui. La liberté valait chaque centime de ces 6 000 €. Le lendemain matin, à 10 heures précises, la sonnette a retenti. Comme une horloge, comme des créanciers venant réclamer leur dû. Julien, qui était à côté de moi sur le canapé, m'a pressé la main. Prête, a-t-il demandé, sa voix un murmure de soutien. J'ai jeté un dernier coup d'œil aux photos de notre vrai mariage, que nous avions délibérément disposées sur la table basse la nuit précédente. Des éclats de rire, des regards complices, le bonheur à l'état pur. Je suis prête depuis des années, ai-je répondu, une force nouvelle et inébranlable en moi. Quand j'ai ouvert la porte, le tableau était pathétique. Ma mère se tenait au premier plan, le visage bouffi, les yeux rouges et cernés, son maquillage impeccable habituel remplacé par des traces de mascara. Mon père se tenait derrière elle, le visage gris, la mâchoire si serrée que je pouvais presque entendre ses dents grincer. Et Chloé était là, à côté de lui, le visage déformé par un mélange de rage furieuse et d'incrédulité outrée. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» a pleuré ma mère, les larmes coulant déjà sur ses joues. « À ta propre famille ? Après tout ce que nous avons fait pour toi ? » Je me suis écartée pour les laisser entrer, sans un mot. Le silence était mon arme. Mon père n'a même pas pris la peine de s'asseoir. Il a commencé à arpenter mon petit salon comme un lion en cage. « Tu es légalement responsable de cette facture, Amélie ?» a-t-il grondé, sa voix tremblant de colère contenue. « Je ne sais pas à quel jeu stupide tu penses jouer, mais ça se termine maintenant. Tu vas appeler ce monsieur Dubois et tu vas régler ça. Raconte à tout le monde quelle personne horrible et égoïste tu es vraiment, » a sifflé Chloé en me pointant du doigt, son vernis de sophistication complètement craquelé. J'ai déjà commencé. La cousine Emma et tante Sylvie savent que tu as abandonné ton propre mariage pour une rancune d'enfant. Elles sont choquées. Je n'ai pas bronché. Au lieu de cela, je me suis dirigée calmement vers notre table de salle à manger, où un porte-documents en cuir attendait, préparé comme une mallette d'avocat. Julien se tenait à mes côtés, sa présence un roc solide dans mon dos. Je m'attendais à cette visite, ai-je dit, ma voix posée et claire, sans la moindre trace de tremblement. C'était la voix d'une femme qui ne s'excusait plus d'exister. Et je m'y suis préparée. Asseyez-vous. À ma grande surprise, ils ont obéi, s'asseyant sur le bord du canapé comme des écoliers pris en faute. Un par un, j'ai sorti les documents et je les ai disposés sur la table basse, juste à côté des photos de mon mariage heureux. Le mouvement était lent, délibéré, presque cérémoniel. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a demandé mon père, son impatience virant à l'inquiétude. J'ai appuyé sur « Play » sur mon téléphone. La voix claire et stridente de Chloé a rempli la pièce. Elle paiera pour tout, exactement comme elle l'a fait pour le mariage de Chloé. C'est à ça que servent les grandes sœurs, n'est-ce pas? Suivi par le rire reconnaissable et complice de mes parents. Leurs visages ont pâli en parfaite synchronisation. Le silence dans la pièce était total. Enregistrer des conversations privées est illégal, a balbutié mon père. Parfaitement légal dans cet état avec le consentement d'une seule partie, a terminé Julien à sa place, sa voix calme et assurée. Et Amélie a consenti. J'ai fait glisser des relevés bancaires sur la table. Voici la preuve du paiement de 6 000 € que j'ai accepté de faire, le seul paiement auquel je me suis jamais engagée.
J'ai montré le reçu officiel de Monsieur Dubois, encerclant la mention « Contribution exceptionnelle et volontaire ». Ensuite, j'ai sorti les impressions des emails, une pile épaisse de papier. Et voici la correspondance où je clarifie spécifiquement ma participation financière limitée, et la réponse du directeur du lieu confirmant que les titulaires du contrat vous deux êtes responsables du solde. J'ai sorti les captures d'écran des frais de carte de crédit non autorisés, avec les horodatages. Ma carte de crédit, Chloé, pour ta deuxième robe de mariée. Celle que tu as commandée après avoir accidentellement renversé du vin sur la mienne. C'est ce qu'on appelle une fraude. Tu as toujours été si dramatique avec l'argent, a-t-elle raillé, mais sa voix vacillait, perdant de son assurance. Mon père avait le visage cendré. Amélie, sois raisonnable. Nous sommes ta famille. Nous ne pouvons absolument pas couvrir 57 000 €. J'ai sorti le dernier document, la pièce maîtresse, une lettre de l'ami avocat d'Élise, décrivant en termes juridiques clairs et implacables leurs responsabilités contractuelles. Le contrat est à vos noms. Le lieu à vos signatures. Les 57 000 € restants sont votre problème, pas le mien. Ma mère s'est effondrée sur notre canapé, sanglotant bruyamment. Pourquoi ferais-tu ça à ta propre famille? Nous t'aimons. J'ai perdu 15 000 € et mes études pour le premier mariage de Chloé, ai-je dit, les mots ne se coinçant plus dans ma gorge, sortant avec une force nouvelle. Cette fois, j'ai volontairement payé 6 000 € pour être libéré de votre manipulation pour toujours. C'est le prix de ma paix. C'est de la vengeance. C'est cruel et impitoyable, a craché mon père. Non, l'ai-je corrigé, en le regardant droit dans les yeux. Ce sont les conséquences naturelles de vos actions. Vous avez planté les graines, et maintenant vous récoltez la tempête. À ce moment-là, ils ont commencé à se déchirer entre eux. C'était ton idée, ce château ridicule, a crié mon père à ma mère. Et toi, a-t-il dit en se tournant vers Chloé, avec tes caprices de princesse. C'est vous qui m'avez toujours tout donné, a rétorqué Chloé. C'est vous qui m'avez dit qu'Amélie paierait. Je me suis dirigée vers la porte et je l'ai ouverte. Vous pouvez partir maintenant. Ma nouvelle famille va arriver pour célébrer notre retour de lune de miel. Ils ont rassemblé leurs affaires dans un silence de défaite, ne se regardant même plus. Alors qu'ils se traînaient vers la sortie, je n'ai pas pu résister à une dernière vérité. Considérez les 63 000 € comme votre investissement dans mon éducation. Vous m'avez enfin appris à me défendre. La porte s'est refermée avec un clic doux, un son de finalité qui a résonné dans tout l'appartement, balayant les fantômes du passé. Un an plus tard, l'odeur de la dinde rôtie et du thym remplissait notre nouvelle maison, une petite bâtisse en pierre que nous avions achetée et que nous rénovions petit à petit. La lumière dorée du soleil de novembre se déversait par la fenêtre de la cuisine, illuminant la poussière qui dansait dans l'air et se posant sur le parquet que nous avions posé nous-mêmes le mois dernier, nos mains couvertes d'ampoules mais nos cœurs remplis de fierté. Julien m'a surprise en train de contempler la scène depuis le salon, un petit sourire aux lèvres, et il a levé son verre de vin dans un toast silencieux. Un an. Un an exactement que nous nous étions choisis. Un an que nous avions tourné le dos à la mascarade élaborée que ma famille avait planifiée et que nous nous étions mariés au bord d'un lac, entourés uniquement de personnes qui nous aimaient vraiment. La photo de mariage sur notre cheminée capturait ce moment parfait, Julien et moi en train de rire aux éclats, le vent dans mes cheveux, aucun de nous ne regardant l'appareil photo. Le vrai bonheur n'a pas besoin de poser. La sonnette a retenti, me tirant de mes pensées. Mon premier réflexe a été un léger sursaut, un écho du passé. Mais il s'est vite dissipé. À travers le Judas, j'ai vu Chloé, seule sur notre porche, les épaules voûtées contre le froid d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de mari, pas de sac de créateur, pas d'entrée dramatique. Juste ma sœur, qui semblait plus petite, plus fragile. Quand j'ai ouvert la porte, je me tenais droite et fière sur mon propre seuil. Plus de tremblement, plus de faiblesse dans les genoux. J'étais chez moi. Je suis venue pour m'excuser, a dit Chloé, sa voix dépourvue de son tranchant habituel. Elle ne me regardait pas dans les yeux, fixant un poing sur le paillasson. Pour de vrai, cette fois. Je l'ai étudié, cherchant des traces de manipulation, un piège caché. Je n'ai trouvé qu'une profonde lassitude et une tristesse sincère.
Papa et maman ont dû vendre la maison de campagne de grand-mère pour payer le lieu de réception, a-t-elle poursuivi devant mon silence. Ça a tout brisé. Ils ne se parlent presque plus. Ça a été un électrochoc pour nous tous. Surtout pour moi. Je l'ai fait entrer. Elle a hésité sur le seuil, comme si elle craignait de souiller l'endroit. Thomas a menacé de demander le divorce si je ne commençais pas une thérapie. Il a dit qu'il ne pouvait pas être marié à quelqu'un qui traite sa famille comme des tremplins, quelqu'un d'aussi vide. Le mot lui a coûté. Pendant un instant, j'ai revu la petite fille qui me tenait la main le premier jour de la maternelle, terrifiée, avant que le monde et notre famille ne lui apprennent à me voir comme une rivale plutôt que comme une sœur. Et comment ça se passe, la thérapie, ai-je demandé, une curiosité sincère dans ma voix. C'est dur, a-t-elle admis en relevant enfin les yeux. Ils étaient rougis. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je réalise tellement de choses. Sur moi, sur eux, sur toi. Plus tard, alors que nos amis étaient là, l'ambiance était légère et joyeuse. La conversation s'est portée sur les pressions familiales qu'une jeune cousine de Julien subissait. Sans y penser, j'ai partagé ce que j'avais mis des années à apprendre. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de refuser d'être la victime de quelqu'un. Les limites ne sont pas des murs pour exclure les gens, ce sont les fondations nécessaires pour construire des relations saines. Les mots sont sortis naturellement, sans effort. Après le départ de tout le monde, Chloé est restée pour aider à débarrasser. Près de l'évier, dans le silence confortable de la cuisine, je lui ai dit tranquillement, « Tu es la bienvenue ici en tant que ma sœur. Pas en tant que la personne qui a essayé de ruiner mon mariage. Cette personne-là ne peut plus entrer dans ma vie. » Elle a hoché la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Je comprends. J'y travaille. Avant de partir, elle a ajouté, « Maman commence à le voir aussi. » Comment elle a tout permis, tout orchestré. Elle m'a demandé si elle pouvait t'appeler un jour. Juste pour entendre ta voix. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas encore prête. Plus tard dans la soirée, après son départ, Julien m'a offert un petit paquet enveloppé dans du papier argenté. « Joyeux anniversaire, mon amour », a-t-il chuchoté. À l'intérieur se trouvait une boîte cadre en bois sombre. Le reçu de 6 000 € du château de Bellerive était monté sur un fond de velours bordeaux. En dessous, une petite plaque de laiton gravée, « Le meilleur investissement que nous ayons jamais fait. Pour notre liberté et notre avenir. » J'ai tracé le verre du bout du doigt, souriant à la simple vérité de ces mots. Certaines leçons sont chères, mais elles valent chaque centime. J'ai appris que fixer des limites n'est pas un acte d'agression, mais un acte de préservation de soi. Ce n'est pas égoïste, c'est vital. Et vous, avez-vous déjà dû payer un prix élevé pour votre liberté et votre tranquillité d'esprit? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, je lis chacune de vos réponses. Vos expériences comptent et peuvent aider d'autres personnes à se sentir moins seules. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a touché, et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Merci de m'avoir écouté.